Notre grande nuit Halloween. Autant dire que ça fait plaisir de voir du monde dans la salle. Ces derniers temps, c'était un peu difficile de voir tout ce monde revenir. Merci déjà. Voilà. Donc ce soir, vous allez voir Hurlement, film de Joe Dante des années 80. En version originale sous-titrée, nous aurons la chance d'avoir Flo de la chaîne YouTube Monstres des Films avec nous, qui vous présentera le film. Et qui va nous faire un petit exposé sur les monstres dans les films. Ah, voilà, on reste logique. Ensuite, à 23h15, vous aurez Halloween Ends, le dernier de la trilogie. À 1h15, ce sera Smile. À 3h30, Black Phone, et nous finirons par Nope à 5h40. 5h30, bon enfin bref, de toute façon, quand on fait toute la nuit, on n'est plus à 5 minutes près, donc voilà. Et vers la, je pense vers les 3h, peut-être quelque chose comme ça, avant Black Phone, une petite soupe à l'oignon. C'est prêt. Voilà, donc il y aura la soupe à l'oignon pour ceux qui durent tard dans la nuit. Et alors on a eu aussi un petit annonce cet après-midi avec Petit Vampire. On a fait une salle pleine, autant dire qu'on était très contents aussi. Et on avait plein de super animations de 17 à 19h avec de la réalité virtuelle, du maquillage, du jeu vidéo sur grand écran. Et ça, c'est grâce à Générique et la Ligue de l'enseignement. Ils sont ici pour l'inauguration de leur projet Z destiné aux 15-25. Et donc je vais leur donner la parole. Alors déjà, je les remercie vraiment de s'être greffés à nous pour vous proposer cette super journée. Et maintenant, je vais leur laisser présenter leur projet. Merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ça fait plaisir de voir des salles pleines, quand même, c'est toujours agréable. Alors, prends la parole quelques instants pour vous présenter le projet qui a été évoqué. Donc là, vous voyez, pour certains ou certaines, vous avez des petits sacs, des petits goodies. Donc c'est un projet où le CNC, le Centre national de cinématographie, on a répondu à un appel à projet, on a obtenu un petit peu d'argent quand même, pour monter un projet qui va se dérouler sur toute la région normande, normande, on va dire normande, qui est destination des 15-25 ans. C'est un projet, je le dis, entièrement gratuit. Ce projet est destination des jeunes à 15-25 ans pour qu'ils puissent se dire que les salles de cinéma, c'est aussi un espace pour eux, pour faire de la programmation, pour faire de l'activité, de l'action culturelle, de la réalisation, des projets artistiques, tout ce que vous voulez. Nous, on est prêts à accompagner des jeunes de 15 à 25 ans qui ont des projets. Alors, merci le cinéma de la Ferté-Massé de nous accueillir pour cette inauguration. Ce projet-là, rapidement, va commencer là, maintenant, aujourd'hui. Et il va se dérouler dans plusieurs salles de cinéma du réseau Générique, sur essentiellement les 3 départements bas normands, et qui aura pour objectif de travailler avec des jeunes de 15 à 25 ans pour programmer un film ou plusieurs films dans une salle de cinéma animée comme ce soir, une séance, une soirée avec toutes les idées que peuvent avoir les jeunes, on est prêt à les accompagner. Il y a de la pratique artistique, réaliser un film, faire du montage, faire des ateliers d'effets spéciaux, enfin tout ce qui est possible et imaginable. Julien, qui donne la parole après, va piloter un stage immersif de pratique et de réalisation la 2e semaine des vacances de printemps à Annelle, sur un centre de vacances où vous êtes au bord de la mer. C'est tout frais payé. Je dis bien tout frais payé, juste votre déplacement à prendre en charge, on ne va pas venir vous chercher non plus, mais tout frais payé, la restauration, le gîte, et vous faites un film pendant 4 jours, une semaine, avec des professionnels du cinéma pour faire un film d'horreur, un film de monstre, un film de genre, un film d'un thriller, ce que vous voulez pendant une semaine. Et quand on aura fait plein de choses avec plein de jeunes dans toute la Normandie, le premier week-end des grandes vacances, juste avant que vous partiez en vacances avec vos parents ou avec vos amis, on décide de se faire une grande fête à Domfront, c'est ça, à Domfront, à la salle de cinéma. On va montrer tout ce qu'on a fait, mais tout ce qu'on a fait. Voilà, dire les films, les ateliers, les films qu'on a programmés, etc. pour faire une dernière soirée, une dernière fête avant de se quitter et de partir en vacances. Si à un moment donné vous êtes intéressé par le projet, vous nous appelez. Il n'y a aucun souci. Pour les mineurs, vous en parlez évidemment avec vos parents. Mais nous sommes prêts à vous accompagner, à vous aider sur des projets en lien avec les salles de cinéma. On remercie encore le cinéma de la Ferté-Massé de nous accueillir aujourd'hui. Parce que c'est un moment important pour nous. Et on espère travailler avec vous, ce serait très sympa.
On va garder le meilleur pour la fin avec Gélian et Flo. Hein, on a une grande chance d'avoir Monstre de Film avec nous comme partenaire. Donc je vais te laisser la parole, Gélian, parce que c'est toi qui as fait un peu le travail là-dessus, de le présenter un peu la soirée, et puis notre intervenant, notre star américaine. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci Alexis, et d'ailleurs déjà le sac est super, déjà aussi vous avez plein de personnages de films d'horreur sur le sac, donc le sac en lui-même est super, ce qu'il y a dedans est super. Et en termes de choses filmées, par exemple, là ce matin, il y a ces jeunes là qui filment et que je ne connaissais pas ce matin et que j'ai formé vite fait à la caméra et qui vous filment les interventions de ce soir, et on peut les remercier et les applaudir aussi également. Sera aussi déjà diffusé sur la chaîne vidéo de Monstres de Film et sur la soirée de clôture à la fin de l'année, entre autres. Donc voilà, Alexis a déjà bien dit beaucoup de choses, bien expliqué le projet. Projet qui commence aujourd'hui, donc dans cette super salle, franchement c'est super d'être dans une salle de cinéma pour commencer ça. Et donc on va commencer tout de suite avec un film de monstre. Et pour un film de monstre, qui de mieux que Monstre de Film pour présenter un film de monstre. Merci d'applaudir Monstre de Film. Ça fait 7 ans que tu as lancé ta chaîne. Ouais, ça fait 7 ans, ça s'est lancé un petit peu entre guillemets sur un coup de tête parce que ça fait déjà un moment que j'ai envie d'approcher le cinéma de très près. C'est un peu compliqué, du coup ça demande du temps, ça demande aussi des finances, et Internet étant un moyen extraordinaire maintenant pour pouvoir se montrer et se faire connaître de la bonne ou de la pire des manières, je me suis dit pourquoi pas faire une chaîne qui parle de cinéma. Alors après, comme tout le monde parle de cinéma, il fallait trouver quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire, et étant donné que dans ma vidéothèque j'ai je ne sais combien de films avec des monstres, je me suis dit autant se lancer là-dedans. Super choix de sujet, et en plus c'est vrai qu'il y a... il y a beaucoup de youtubeurs cinéma, mais pour en trouver des originaux avec un angle précis et qui font, comme on en parlait tout à l'heure, autre chose que les face caméra où ils se filment en train de parler. Non, là, toi, il y a vraiment un vrai travail avec, tu montres les films, tu montres les extraits, il y a une vraie analyse, tu vas assez loin dans l'analyse, et tout en ayant quelques notes d'humour de temps en temps, où c'est vraiment... Ouais, après je pense que l'humour c'est pareil, hein, tout est relatif, donc du coup je sais pas si je suis toujours vraiment très drôle, mais le fait est que j'essaye en tout cas. Mais je pense, en tout cas je suis persuadé qu'on peut apprendre largement mieux en s'amusant plutôt qu'être zombifié par un truc qui nous pourrit la tête. Et puis disons que les critiques sont basées sur ma manière d'analyser, c'est-à-dire que je pense qu'un film c'est pas binaire, c'est pas 0 ou 1, il y a tout un tas d'éléments dans un film qui peuvent faire qu'il nous plaît ou pas. Que ce soit autant la musique que les effets spéciaux, que l'histoire, que la mise en scène, etc. Donc je trouve ça intéressant de traiter ces différentes facettes d'un film, puis aussi de donner un petit peu mon avis dessus, en tout cas mes ressentis par rapport à certaines situations ridicules qu'on peut avoir dans des films, même des fois dans des films très bons. Il peut y avoir des choses complètement idiotes, et parfois on peut être surpris par des films assez mauvais qui peuvent de temps en temps avoir un petit éclair comme ça qui fait que c'est pas si mauvais que ça. Ok. Et oui, à la fois tu analyses des films à la fois un peu sérieux, enfin des vrais films de monstres très bien faits, puis à la fois tu as aussi des films de monstres un peu plus cheap avec des très petits budgets où les effets spéciaux piquent un peu les yeux, tout ça. Disons que ouais, c'est le problème de s'attaquer aux monstres, c'est que les monstres étant assez faciles d'accès quand on veut faire quelque chose avec peu de moyens, tout le monde s'y est mis et on a vu des trucs immondes, comme des fois on a vu des choses magnifiques. Voilà. Si vous trouvez qu'on a déjà beaucoup parlé, c'est pas fini. Alors, d'accord, ok. Donc du coup, bon, j'ai plus besoin de me présenter. Hein, du coup, alors, moi et ma compagne Tétel, on a créé la chaîne Monstres de Film et on parle du coup donc de films de monstres. Et si on nous a fait venir ici ce soir, c'est pour qu'on puisse voir tous ensemble, apprendre des choses, comme par exemple, qu'est-ce qu'un monstre, voir comment on faisait un film de monstre dans les années 80, aussi savoir qu'est-ce que ces films-là ont apporté au cinéma d'aujourd'hui, parce que mine de rien, le cinéma d'aujourd'hui est énormément influencé par le cinéma à cette époque. Et puis on va voir, oui, tout simplement, comment on fait un monstre. Alors d'abord, je voudrais vous poser une question toute simple. N'importe qui peut me répondre, il n'y a aucun problème, levez la main, n'hésitez pas. Est-ce que quelqu'un peut me donner la définition d'un monstre? On n'est pas à l'école, il n'y a pas de notes, hein, vous pouvez lever la main, il n'y a pas de...
Ok. Créature qui fait peur, d'accord. Quelqu'un a autre chose? Créature effrayante. Ok. Quelque chose qui ne vous ressemble pas. Ouais, ok. Est-ce que quelqu'un a encore une définition? Quelque chose par moi? Ok. Surnaturel. C'est ça, ça le fait. Surnaturel, ça le fait tout à fait. Alors, on va faire un petit peu académique du coup, on va se la jouer un petit peu à l'école. En fait, le mot monstre, ça vient du latin monstrar, qui signifie montrer, pointer du doigt. Et c'est aussi, ça vient aussi du mot monstrum, qui est un dérivé du verbe moner, qui du coup veut dire alerter. En fait, le monstre est une chose qu'on va pointer du doigt pour alerter les gens de sa dangerosité ou simplement du fait qu'elle sort de la norme. Et le terme de monstre aujourd'hui a énormément de significations différentes. Ça peut désigner par exemple des monstres fantastiques, des monstres de la mythologie. Ça peut aussi désigner des créatures difformes, très grandes, immenses, et qui peuvent être dangereuses non seulement parce qu'elles sont très grandes, mais aussi parce qu'elles ont un comportement qui est dangereux. Mais curieusement, ça peut aussi, le mot a été utilisé dans tout un tas de domaines différents, ça peut aussi désigner quelque chose qui nous surprend, qui est très étonnant, comme par exemple la tour Burj Khalifa à Dubaï, qui mesure 800 et quelques mètres de haut. Quand on est devant, en règle générale, on dit wow, c'est monstrueux. En soi, c'est pas une créature, c'est juste que la taille fait qu'on est complètement subjugué par ce qu'on voit. Ça peut aussi être un terme qui est utilisé notamment pour parler d'une personne qui est une sommité dans son domaine. On va dire par exemple un monstre sacré du cinéma. Mais ça peut aussi désigner n'importe quelle créature, qu'elle soit mauvaise ou gentille, puisque quelquefois on peut avoir des monstres gentils et des monstres méchants. Pour les anciens, si vous vous rappelez de Casimir, je crois que en termes de monstres gentils, ça se pose là. Maintenant que vous avez la définition, est-ce que certains d'entre vous sont prêts à me dire quels sont les monstres qu'ils aiment bien, qui les ont fascinés, ou simplement un exemple de monstre? N'hésitez pas à répéter. Denver, ça peut rentrer dans le domaine des monstres. Parce qu'effectivement, il est censé ne plus exister, mais en plus, il n'a rien de, entre guillemets, de naturel aujourd'hui. Personne d'autre? Un monstre du cinéma, oui? Dracula. Tout à fait. La créature de Frankenstein. Frankenstein étant le scientifique fou. Mais tout à fait, la créature de Frankenstein. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a plein, il y en a beaucoup, vous en connaissez tous. La chose, tout à fait, un des pires trucs qu'on ait fait au cinéma. Le blob, tout à fait. Il y en a encore plein, il y en a d'autres que vous connaissez qui sont des grands classiques. N'hésitez pas, n'ayez pas peur, allez-y. Les dents de la mer. Le requin des dents de la mer. Elephant Man, effectivement, ça peut le faire aussi. Godzilla, le roi des monstres. Les zombies, tout à fait. Quoi? Les enfants, oui, effectivement. Les enfants ont dit des petits monstres. Pour vous, quand est apparu le tout premier monstre dans un long métrage? En quelle année? Bien. Effectivement, 1920 dans un film qui s'appelait Le Golem. Alors, l'histoire du golem, c'est une statue d'argile qui grandit, qui tombe amoureux d'une femme et qui va tuer toute personne qui va s'en approcher. Alors, si jamais on est un petit peu tatillon sur la définition du monstre, on peut ne pas prendre comme exemple le golem, mais on peut prendre par exemple Nosferatu. Alors, Nosferatu qui est sorti en 1922, concrètement, c'est une adaptation de Dracula, de Bram Stoker. Le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas eu les droits, en fait. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont un petit peu changé les noms, un petit peu changé les lieux, et ça leur a évité de se faire engueuler. Mais concrètement, les premiers monstres de l'histoire du cinéma sont issus de la littérature. La créature de Frankenstein, Dracula, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et par la suite, on a eu des monstres qui venaient plus de mythes et de légendes, comme par exemple la momie ou le loup-garou. Mais concrètement, au niveau monstres au cinéma, on a vu de tout. On a vu notamment des monstres engendrés par les retombées radioactives, comme par exemple les fourmis géantes du film Des monstres attaquent la ville. En 2017, il y a eu aussi un film à peu près équivalent qui s'appelait It Came from the Desert, in English s'il vous plaît. On a vu aussi des monstres réveillés par des explosions nucléaires, comme par exemple le Rhédosaure dans le film Le monstre des temps perdus, mais bien évidemment Godzilla aussi. Après, il y a eu
tout un tas d'autres monstres, notamment engendrés par la nature, simplement quelquefois la nature qui s'énerve et qui nous balance ses propres monstres. Alors pour nous, ce sont des animaux, simplement, mais dans leur comportement et aussi dans leur dimension, ce sont des monstres. Si on prend par exemple le crocodile de Lake Placid, crocodile marin de 10 mètres, quand même, on est sur une belle bête. Le requin des dents de la mer, même chose. On a encore d'autres monstres, par exemple, qui sont issus d'expériences ratées, comme par exemple l'araignée géante de Tarantula. On a aussi... j'ai un trou. On a l'araignée géante de Tarantula. On a aussi la mouche, si certains connaissent la mouche. La mouche, je crois qu'en termes de monstres, c'est pareil, on est sur du bien dégueu. Après, on a des monstres qui sont issus d'expériences tout court, comme par exemple dans Splice, un drôle de mélange créatures féminines, masculines, etc., qui fait un petit peu sa vie. Les piranhas du film Piranha, de Joe Dante, le réalisateur dont on va parler ce soir. Et aussi les chauves-souris de Bats, la nuit des chauves-souris. Concrètement, tous les animaux y sont passés. Toutes les saloperies qu'il y a dans la création, y sont toutes passées. Un vivier extraordinaire en termes de monstres, il y a aussi les extraterrestres. Alors ça, les extraterrestres, on en a eu à toutes les sauces. Il y en a qui viennent pour nous détruire, comme dans la guerre des mondes. Il y en a qui viennent pour nous chasser, comme dans Predator. Il y en a qui sont tout gentils, tout mignons, comme dans E.T., Paul. Il y en a d'autres, des fois, qui s'écrasent sur Terre et qui, du coup, sont de mauvais poils quand on les retrouve. Comme par exemple, la chose d'un autre monde. Pardon. Ouais, Mars Attack, ouais. Eux viennent nous détruire aussi. Mars Attack, effectivement. Extraterrestres, ouais. Il y en a eu beaucoup. Peut-être que vous avez, je sais pas, une idée de film d'extraterrestres, peut-être? La sixième vague. Oui, tout à fait. Indépendance Day. Indépendance Day, même chose, ils viennent pour nous détruire. On a aussi des extraterrestres qui veulent nous remplacer, comme par exemple dans l'invasion des profanateurs. Autre créature qui a eu droit à pas mal de films, notamment les créatures mythologiques. Alors, la plupart viennent de vieux films. Là, on est plus dans les années 50, 60, 70. Mais de temps en temps, on a des nanars ou des séries B qui nous ressortent un bon vieux Cerbère, une île ou un cyclope, histoire d'aller croquer des millénioles qui se décident à faire du camping sur une île déserte. Et bien sûr, n'oublions pas nos dinosaures. Les dinosaures, depuis 1925, bouffent des gens au cinéma. Alors les dinosaures, c'est un peu le même délire que les extraterrestres. Eux, ils sont passés par toutes les modes. Un coup, ils sont faits en animation image par image, en pâte à modeler, et ils ressemblent vraiment à des dinosaures. Un coup, ils ne ressemblent absolument pas à des dinosaures, ce sont des crocodiles ou des varans sur lesquels on a collé des cornes, des griffes, tout ça d'autres trucs. Des fois, ce sont même des dinosaures créés de toutes pièces. On a des dinosaures qui viennent d'autres planètes, des dinosaures qui viennent d'autres dimensions. On en a même qui ont rencontré les cow-boys. Et puis, à force de suivre les modes, ils ont fini par en devenir une grâce à Jurassic Park de Steven Spielberg et ses dinosaures numériques. Mais les dinosaures n'ont pas été que dans les films, ils ont été beaucoup dans les dessins animés. Et d'ailleurs, dans les dessins animés, il y a eu un paquet de monstres. Par exemple, on a Shrek, un ogre, c'est un monstre. On a aussi tous les employés de Monstres et compagnie. Il y a aussi eu Monstro, la baleine dans Pinocchio. Si vous vous rappelez Pinocchio, parce que Pinocchio, ça date quand même. Dans les dessins animés, on a... Ah bah tiens, le meilleur film du monde, Les Dents de la Mer. Les monstres, oui pardon, excuse-moi, je me suis perdu avec Les Dents de la Mer. Donc les monstres dans les dessins animés, il y en a eu beaucoup, il y en a eu énormément. Mais aussi, les monstres sont présents notamment chez les slashers. Alors est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'est un slasher? Ouais, allez. Un tueur sur la ski qui tue en personne. Exactement, c'est plus ou moins le thème de la soirée du coup. Et effectivement, les slashers rentrent en ligne de compte chez les monstres. Pour la simple et bonne raison que parmi les slashers, on a par exemple Michael Myers et Jason. Le meilleur joueur de cache-cache au monde. Attention derrière toi. Ouais. Le meilleur joueur de cache-cache au monde. Concrètement, ces deux-là, qu'on leur mette une balle dans la tête, qu'on les brûle, qu'on les écrase, qu'on les noie, quoi qu'il arrive, ils reviennent. C'est la particularité du slasher. On a aussi Freddy, dans le même genre, qui lui aussi a été tué maintes et maintes fois, mais qui en plus a la particularité de nous tuer dans nos rêves. C'est pratique quand on ne peut pas dormir. Et on a encore aussi Chucky, par exemple, qui lui s'est carrément réincarné dans une poupée. On n'est jamais à l'abri. Donc au final, depuis les débuts de l'histoire du cinéma, on peut constater que tout ce qu'il y a sur Terre, dans l'air, dans l'eau, a essayé au moins une fois de tuer les gens au cinéma.
Alors, comme on vous l'a dit, le film qui va être diffusé là maintenant tout de suite s'appelle Hurlement. Il a été réalisé par Joe Dante, un réalisateur dont je vous parlerai juste après. Et il est sorti en 1981. Alors du coup, pour les plus jeunes d'entre vous, 1981, c'est loin. C'est quand même il y a 40 ans. Il y en a beaucoup d'entre vous qui n'étaient même pas une idée à cette époque-là. Moi-même, je n'étais même pas une idée. Et du coup, ça va vous changer de tous les gros films d'aujourd'hui qui sont bourrés d'effets spéciaux. Mais justement, c'est l'intérêt de la soirée. Et c'est pour ça que je suis là aussi. C'est pour que vous puissiez voir comment le cinéma était fait dans les années 80. Voir comment on faisait un monstre à cette époque-là. Et puis surtout comprendre pourquoi est-ce que ces films-là, même si aujourd'hui ils ont pris un coup de vieux, ont au final énormément influencé le cinéma d'aujourd'hui. Donc avant le visionnage, je crois que vous avez une petite info à passer. Coucou Mike. Du coup, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. Ouais. Pour les plus jeunes, qui n'êtes pas du tout habitués à ça. Il a dit quoi? J'ai pas entendu. J'ai pas entendu, pardon. Ah, c'était bof, ok. Personnellement, du coup, si je peux donner un peu mon avis, ça faisait longtemps que j'avais pas revu le film, donc évidemment je l'ai revu pour écrire tout ce que je dis ce soir. Effectivement, je trouve que c'est un film qui a quand même fait un coup de vieux, mais en fait, il faut savoir que tout ça, pour l'époque, c'était novateur. En fait, les transformations, les effets, c'était vraiment nouveau. Du coup, aujourd'hui, ça me paraît complètement dépassé, mais pour l'époque, c'était vraiment impressionnant. Et en plus, le film a été salué par la critique pour ses effets à l'époque. Ce qui, pour le coup, est assez rare en général pour un film d'horreur. Alors au final, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est Joe Dante? Alors Joe Dante, c'est un réalisateur américain qui en fait a commencé sa carrière en travaillant pour un monsieur qui s'appelle Roger Corman. Alors Roger Corman, je crois qu'il y en a 2-3 ici qui suivent un peu notre chaîne, vous savez qui c'est, mais pour les autres, je vais vous expliquer, c'est un monsieur qui est très connu à Hollywood, notamment pour avoir réalisé une 50aine de films, mais surtout parce qu'il en a produit 400. Et il a aussi lancé la carrière de nombreux grands réalisateurs d'aujourd'hui, comme par exemple Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Ron Howard, James Cameron, et aussi la carrière de l'acteur Jack Nicholson, si vous voyez qui c'est. Ouais, il y a quand même du beau monde. Et en fait, quand un jeune réalisateur venait voir Roger Corman lui donnait les consignes suivantes. Il disait concrètement, tu fais ce que tu veux, tu as carte blanche pour faire le film. Mais tu ne dépasses pas le budget qui est de moins d'1 million $, que ce soit pour l'époque ou aujourd'hui, ça reste très peu. Tu ne t'attends pas à être très bien payé. Tu fais le film, tu as en gros pour faire le film entre 2 jours et 3 semaines. À titre d'info, aujourd'hui un film ça prend entre 1 mois et 3 mois pour être réalisé. Donc imaginez-vous devoir faire un film en 2 jours. Et il faut que dans ton film il y ait de l'action, du sang et des filles à poil. C'est aussi simple, c'était ça la recette Corman. Et en plus, si tu as moyen de copier un gros film qui vient de sortir, ce serait que du plus. C'est ainsi qu'en 1978, Roger Corman a demandé à Joe Dante de réaliser Piranha, qui est un plagiat du film Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. Spielberg a beaucoup aimé le film, il a trouvé que c'était la meilleure copie qu'on ait faite des Dents de la Mer. Et ensuite, Joe Dante, du coup, a réalisé Gremlins, par le biais de Steven Spielberg. Alors au passage, Dents de la Mer, Gremlins, tout à l'heure on a parlé de La Chose, etc. Ce sont des films à voir, qu'on aime ou pas. Si on est intéressé par le cinéma et qu'on veut voir toutes les évolutions qu'il y a eu dans le cinéma, c'est important de voir ces films-là. Et au final, Joe Dante a réalisé Gremlins, qui a été un très gros succès, qui a fait de lui un réalisateur vraiment beaucoup demandé. Le seul problème, c'est que les années 90 n'ont pas été super tendres avec lui. Puisque, bon, déjà, il a un style. Pour le coup, ça ne se ressent pas encore tout de suite dans Hurlement, mais en fait, il a un ton très sarcastique dans ses films. Il critique énormément la société américaine. Du coup, c'est pas du goût de tout le monde. Et malheureusement, les films qu'il a réalisés dans les années 90 ont été des flops au box-office. Donc à partir du moment où vous ne rapportez pas d'argent au studio, les studios vous balancent. Ce qui fait que dans les années 2000, Joe Dante a réalisé quelques petits films et quelques épisodes de séries. Mais c'est pas impossible qu'on le revoie dans pas longtemps, puisqu'il devrait y avoir un Gremlins 3. Dans la mesure où on est dans une période où il y a énormément de suites, remakes, etc. Il est prévu qu'il y ait un Gremlins 3. Alors pour le réalisateur, c'est bon. Maintenant parlons un petit peu de chiffres. Du coup, moi j'aime bien les chiffres, donc on va voir ça ensemble. À votre avis, aujourd'hui, quel est le budget moyen d'un film américain pour l'année 2022?
Un chiffre, comme ça, au hasard. 2 millions. Combien? 100 millions. 2 millions? Ah, beaucoup plus. 100 millions. C'est un peu moins. Alors, pour le coup, il n'y a pas vraiment de chiffre officiel dans le sens où si vous cherchez sur internet budget moyen d'un film en 2022, vous n'allez pas trouver. Ce que j'ai fait, c'est un peu plus de 50 millions. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai compilé les données d'environ 40 films américains sortis cette année. Et en fait, le budget moyen est de 75 millions de dollars. Ça fait à peu près la même chose en euros avec l'échange euro-dollar. Et en 1981, alors, c'était quoi le budget moyen, à votre avis? C'est plus qu'1 million. Un peu plus. 200 millions? Non. 100 millions 80 et 1 million aujourd'hui. Un truc qui est bizarre. Non, c'est moins. C'est 15 millions de dollars. Et du coup, dernière question. D'après vous, Hurlement a été fait avec combien de budget? 500 000. 500 000, enchère à gauche. 2000. Waouh. Ah ouais, vraiment pas beaucoup de sous du coup. Non, c'est plus. 64 000. 64 000, c'est précis du coup. 64 222. Combien? 3 millions, non, c'est moins que ça, c'est 1 million de dollars. Donc en fait, à l'époque, le film a été fait avec un budget 15 fois inférieur à la moyenne. Du coup, c'est quand même pas beaucoup d'argent. Et 1980 a été l'année du Loup-garou au cinéma, puisqu'il y a 3 films qui sont sortis. Le premier, c'est Hurlement. Ensuite, il y a eu Le Loup-garou de Londres, réalisé par John Landis. Et ensuite, il y a eu Wolfen, qui a été réalisé par un mec que je ne sais pas qui c'est. Du coup, excusez-moi, j'oublie, j'ai pas très bien fait mes devoirs. Mais en gros, Le Loup-garou de Londres a été fait avec 10 millions de dollars. Donc déjà, par rapport au budget moyen, on est déjà un peu au-dessus. Et Wolfen a été fait avec 17 millions. Donc là, on est au-dessus du budget moyen. À votre avis, parmi ces 3 films, Hurlement, Le Loup-garou de Londres, Wolfen, lequel a rapporté le plus d'argent? Loup-garou de Londres, Hurlement. Hurlement. Ah, attention, le plus d'argent. Alors oui, effectivement, c'est Le Loup-garou de Londres qui a rapporté 30 millions de dollars à l'époque. Franchement, c'était beaucoup. Wolfen, en revanche, n'a fait que 7 millions de dollars. Alors, la seconde question que je vous pose, c'est quel film a le mieux rentabilisé son budget? C'est Hurlement, puisque Hurlement a coûté 1 million et il en a rapporté 17. Ce qui fait qu'il a remboursé 17 fois son budget, alors que Le Loup-garou de Londres n'a remboursé que 3 fois. C'est un succès quand même, mais beaucoup plus minime par rapport à Hurlement. Wolfen, par contre, il a coûté 17 000... combien il dit? 17. 17, ouais, merci. Il a rapporté 17 millions et il a rapporté que 10. Ce qui veut dire qu'il a été déficitaire. Et du coup, alors tous ces films-là, par contre, sont très différents les uns des autres. Ils ne racontent pas l'histoire du loup-garou de la même manière, ça ne se passe pas au même endroit, bien évidemment, les effets ne sont pas les mêmes. Et justement, quand on fait un film de loup-garou, ce qui est important, c'est le loup-garou. Alors à l'époque, on n'avait pas d'image numérique. À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur pour faire des effets spéciaux. Donc on avait ce qu'on appelle des effets pratiques et des animatroniques. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est un animatronique? Qui ne sait pas? Levez la main. D'accord. Un animatronique, concrètement, c'est une espèce d'énorme robot, et on lui donne l'apparence qu'on veut. Pour vous donner un exemple, les dinosaures de Jurassic Park. Tyrannosaure grandeur nature, c'est un animatronique. Et évidemment, il a aussi été fait en image de synthèse. Mais concrètement, cet animatronique, c'est ce que vous pouvez trouver par exemple à Disney. Je ne sais pas si vous avez fait l'attraction des pirates, là où vous vous baladez, tout ça, sur un petit bateau, vous avez tout un tas de robots qui bougent, qui interagissent entre eux. C'est ça, des animatroniques. Donc à l'époque, c'est ce qu'on utilisait pour faire des films. Et dans ces cas-là, quand on veut faire un bon film de monstre et qu'on veut un monstre bien fait, on fait appel à des professionnels. Et le professionnel au niveau des grosses bébêtes à poil, c'est Rick Baker. Alors Rick Baker, on le connaît pour son travail sur le King Kong de 1976, si je dis pas de bêtises, sur le Loup-garou de Londres, sur des films comme Gorille dans la brume, et aussi sur le film Mon ami Joe. Je ne sais pas si vous connaissez Mon ami Joe, c'est une histoire avec un gorille géant. Et pour le film, il a construit un animatronique de 4,60 m. Un animatronique qui était capable de bouger. Un gorille géant de 4,60 m, robotisé. Il a aussi travaillé sur des films comme Wolf et Wolfman, 2 autres films de loup-garou. Le seul problème, c'est que, à la base, il devait travailler sur Hurlement. Sauf que John Landis, qui a réalisé Le Loup-garou de Londres, avait déjà prévu un contrat avec lui. Donc quand il a entendu que Joe Dante voulait faire Hurlement, il a rappelé Rick Baker, il a dit « Tu te rappelles, on doit bosser ensemble ».
Donc Rick Baker a dit à Joe Dante, écoute, je suis désolé, je ne peux pas bosser avec toi, par contre je vais t'envoyer mon élève, mon padawan. Et ce padawan s'appelle Rob Bottin. Alors Rob Bottin à l'époque était assez peu connu, il avait notamment travaillé sur le Piranha de Joe Dante. Mais en fait, c'est un film sur lequel il a travaillé un an après, qui allait faire de lui quelqu'un de très connu dans le domaine du maquillage et des effets spéciaux. Le film La Chose de John Carpenter. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il a tellement travaillé sur ce film qu'à la fin du tournage, il a été admis à l'hôpital pour une fatigue extrême et pour une pneumonie. Le genre de mec à se tuer au boulot. Alors concrètement, à l'époque, pour Hurlement, il a utilisé tout ce qui était disponible. Il a utilisé donc le maquillage et les animatroniques. Par exemple, pour la transformation de Eddie, donc la transformation au passage qui dure à peu près 5 minutes à l'écran, je pense que si j'avais été à la place de la nana, je serais déjà parti en courant. Et bien en fait, on a d'abord la première séquence où on voit la peau qui gonfle, au fur et à mesure où il se transforme. Est-ce que vous savez comment ça a été fait, ça? Alors maquillage, mais comment? Prothèse, pas vraiment. En partie prothèse, exactement, avec du silicone. Mais le truc, c'est que, quand on n'a pas beaucoup d'argent, on a des idées. Donc ce qu'il a fait, Rob Bottin, c'est que sur l'acteur, il a collé des préservatifs. Tout simplement. Des préservatifs sur le visage qui étaient reliés à des tuyaux. Et ensuite, il a recouvert ça de latex pour donner l'impression que c'est une nouvelle peau. Et au moment de tourner, des opérateurs qui étaient cachés derrière la caméra ont pris les tuyaux, ils ont soufflé, aspiré, ce qui a donné l'impression que ça gonflait. Et d'ailleurs, dans certaines prises ratées, il y a des moments où les mecs ont soufflé un peu trop fort, ça a explosé. Pourtant, c'est résistant, un préservatif. Ensuite, il a utilisé donc des animatroniques. Alors, on a des animatroniques partielles, c'est-à-dire juste la tête, ou alors les mains. Même aussi, on a pu voir les jambes, d'ailleurs. D'ailleurs, dans le film, ils ont des toutes petites cannes par rapport à la taille du corps. On a une tête donc, qui est à mi-chemin entre un homme et un loup, pour montrer la transformation qui se fait petit à petit, avec les oreilles articulées, avec les yeux qui bougent et aussi la mâchoire. Et d'ailleurs, Rick Baker a laissé un petit bout de lui dans le film, puisque vous avez pu remarquer la mâchoire qui s'allonge au fur et à mesure de la transformation. Ça, c'est Rick Baker, c'est pas Rob Bottin. Et d'ailleurs, c'est un effet qui a été énormément utilisé dans le Loup-garou de Londres. Le Loup-garou de Londres qui d'ailleurs a raflé l'Oscar des effets spéciaux à l'époque, et il était en lice avec Hurlement. Hurlement aurait pu gagner si le Loup-garou de Londres n'était pas sorti. Et pour les plans d'ensemble, les plans où on voit le loup-garou entièrement, c'est un costume qui a été fait des pieds à la tête, et qui était aussi animé par des systèmes mécaniques pour faire bouger les oreilles, la mâchoire, etc. Donc voilà en gros comment on fait un monstre, ou tout du moins voilà comment on faisait un monstre à l'époque. Aujourd'hui la technologie a énormément évolué, et bien sûr, dans ce genre de cas, on remplacerait les transformations du loup-garou, non pas par de l'effet mécanique, mais par de l'effet informatique, comme vous avez pu le voir par exemple dans les films Underworld. Puis ça vous parle? Oui, alors, maintenant, petite question comme ça que je voudrais vous poser, même si au final on connaît tous dans l'idée, mais est-ce que vous savez de quand date la légende des loups-garous? À peu près, quelle période? 15e. 19e, ouais. 15e, 19e, beaucoup plus loin. 18e. Vas-y, vas-y, n'aie pas peur. Le 100e siècle? Avant ou après? Ah, 5e, pardon, j'ai brûlé le 100e, excuse-moi. Non, c'est encore plus vieux que ça, puisque ça date de la Grèce antique. En fait, on parle de loup-garou et de lycanthrope, donc c'est l'autre nom des loups-garous, depuis la Grèce antique. Mais concrètement, la légende donc, est très vieille, et à la base, elle est surtout d'origine européenne. Mais concrètement, aujourd'hui, tout le monde a sa légende du loup-garou. Et d'ailleurs, d'une légende à l'autre, le loup-garou est très différent. Il y a des légendes où le loup-garou est quadrupède, 4 pattes, d'autres bipèdes, 2 pattes. Il y a des légendes où le loup-garou est simplement un mec qui garde son corps mais qui a juste une tête de loup-garou. Il y en a d'autres où il est complètement transformé en loup-garou. Et même au niveau de la période de transformation, chacun fait un peu ce qu'il veut. Il y en a qui vont se transformer que les nuits de pleine lune. Il y en a qui vont se transformer toutes les nuits. Puis il y en a qui vont le faire un peu quand ils veulent, le jour, la nuit. D'ailleurs dans le film on voit les transformations le jour. Tout ce qu'on peut utiliser pour lutter contre eux, à savoir les balles en argent. Et il y a aussi toutes les images pieuses, toutes les images religieuses, tout ce qui est religieux, crucifix, etc. Ça marche aussi pour les loups-garous, mais ça n'a été avéré qu'à partir du 19e siècle. Avant, manifestement, on ne s'est pas vraiment rendu compte que ça fonctionnait. Et d'ailleurs, en France, on a eu notre loup-garou.
tout du moins ce qu'on a pensé être un loup-garou. Et on a parlé de lui entre 1764 et 1767, puisque c'est une période où 88 à 124 personnes ont été tuées par une mystérieuse créature dans la région du centre de la France. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette histoire? La bête du Gévaudan. Exactement, c'est la bête du Gévaudan. Alors, concrètement, aujourd'hui, le mystère reste encore un peu entier, mais ce qu'on pense, enfin en tout cas à l'époque, on ne savait pas vraiment si c'était un loup, un très gros loup, une meute de loups, un fauve, peut-être que vous avez vu le film, un serial killer, ou alors une manifestation de Dieu. On n'en sait rien, mais... Enfin, on n'en sait rien. À l'époque, on n'en savait rien. Et aujourd'hui, même si ça reste un mystère, on pense que l'hypothèse la plus probable, ce serait que tout simplement c'était un loup. Peut-être un gros loup, peut-être un loup un petit peu plus vénère que les autres, on ne sait pas, ou alors tout simplement une meute de loups qui a décidé d'attaquer des humains simplement pour se faire plaisir, pourquoi pas. Puisque de toute façon, à partir du moment où ils ont décidé de faire des battues et des grandes chasses aux loups, tiens d'ailleurs je me permets de couper, ça c'est le loup-garou de Londres. Vous allez voir que la transformation est encore bien différente par rapport à celle de Hurlement. Donc au final, ils ont tellement massacré de loups qu'au bout d'un moment, les attaques ont cessé. Donc, ça devait forcément venir d'un loup. Au final, dans toute l'histoire du cinéma, le loup-garou est apparu dans plus de 150 films. C'est quand même pas mal dans l'idée. D'après vous, premier film de loup-garou, ça date de quand? 1941. Alors, plus vieux encore. Avant 41. 39. 39. Encore. Je sais pas, 1930. 1930, bah c'est encore plus vieux que ça. C'était en 1913. Et c'était dans un court-métrage muet. C'est pour vous dire à quel point ça date. Un court-métrage muet qui s'appelait Le Loup-garou. Tout simplement. Pourquoi se prendre la tête? Le seul problème, c'est que toutes les copies ont disparu dans un incendie. Ce qui fait que la paternité du loup-garou au cinéma est attribuée à un film sorti en 1936 qui s'appelle Le Monstre de Londres. Mais effectivement, c'est le film de 1941, Le Loup-garou, qui a vraiment fait rentrer cette créature dans le panthéon des monstres du cinéma. Au même titre que Dracula. Ça c'est pas Dracula pour le coup. Que Dracula, la créature de Frankenstein, le Dr Jekyll et Mr Hyde aussi, l'homme invisible et la créature du lagon noir. Après, j'avoue que plus j'y pense, et plus je me dis que le loup-garou est peut-être pas spécialement qu'un simple monstre. C'est peut-être aussi l'incarnation de quelque chose qui est enfoui en chacun de nous. Quelque chose qu'on n'ose pas montrer, de peur du regard des autres. Simplement le fait d'être soi-même, d'être ce qu'on a envie d'être. De faire, de dire, de penser ce qu'on veut, sans avoir à penser aux conséquences. Alors du coup, je vous pose la question, et je finirai là-dessus. Est-ce qu'au final, être un monstre, ce serait pas être libre? Si vous avez vraiment une opinion là-dessus, n'hésitez pas. Hein. Merci beaucoup. Ok, merci. Merci beaucoup. Ça a été une première expérience pour moi de le faire devant du monde. Je ne vous cache pas que c'est assez flippant, même si du coup c'est cool en même temps. Je suis très content du coup d'être venu là. Merci beaucoup de nous avoir proposé de faire ça. Je suis venu du coup avec ma compagne Tétel qui gère la chaîne avec moi. Pareil, je suis super content de savoir qu'il y a des gens abonnés à la chaîne qui sont venus. Il y en a qui ont fait le déplacement depuis Paris. C'est quand même un truc complètement dingue quand on y pense. Et très franchement, ça a été un plaisir de passer cette soirée avec vous tous, même si c'est pas encore fini d'ailleurs. Absolument. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne qui est vraiment super, ses vidéos sont super. Et voilà, non, c'était un plaisir et un bonheur de t'avoir parmi nous. Et ce n'est pas la dernière fois parce que tu reviendras dans l'année pour d'autres rendez-vous autour des monstres évidemment. Hein. Voilà. Bien sûr. Voilà, donc ce n'est qu'un début et un très bon début. Merci beaucoup Florent. Merci. Merci infiniment.